Bon, j'ai décidé de vous le lire, le jugement, où est-ce que je perds plus de 100 000 $. Il y a des bouts que je vais couper parce que c'est trop long. Comme je vous dis, c'est 16 pages, puis ça vient long à écouter pour, même moi c'est long pour lire, là. Fait qu'en gros, là, c'est un jugement, ça dit Cour suprême, Canada, province de Québec. Il y a le district, numéro de dossier, la date. Une date l'été 2026, sous la présidence de l'honorable, le nom de la juge. Là, il y a mon nom comme demandeur, puis le nom de mon ex comme défendresse. Là, ça dit jugement. Aperçu 1. Les parties sont d'ex-époux divorcés depuis 2016. Puis là, en 2021, monsieur poursuit madame dans la présente instance pour 1 million, principalement en diffamation. Il y aura pas d'avoir formulé de fausses allégations le concernant. Il s'agit alors de sa troisième procédure en ce sens contre madame, les deux précédentes ayant été réglées au moment du divorce ou rejetées depuis. La première, c'est la poursuite de 250 000 qu'on a réglée en 2016 lors de la conférence de règlement amiable, où est-ce qu'elle m'a dédommagé pour... c'était 17 500 puis une lettre d'excuse. Ça, lors du procès, la lettre d'excuse est venue... je pense même que la juge en reparle dans le jugement. Mes avocats m'avaient vendu le fait que mon ex allait m'écrire une lettre d'excuse. Puis quand j'ai eu la lettre, c'était tout sauf des excuses. Je pense que je vous l'ai lu la lettre dans une autre vidéo, là. Puis la juge je pense que c'est dans son jugement, là. On va revenir là-dessus. Fait que je vais vous lire le jugement puis je vais commenter au fur et à mesure. En 2024, la demande est rejetée, mais aussi déclarée abusive. À la suite de cette déclaration d'abus, madame réclame des dommages-intérêts, plus spécifiquement, elle recherche le remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés qui totalisent 88 000 quelques dollars. Là. Je vais regarder les autres sommes. De même que l'octroi de 75 000 $ en dommages moraux et 75 000 en dommages punitifs. Elle fonde sa demande sur la déclaration d'abus, mais également sur un contexte de violence judiciaire dont monsieur est l'auteur depuis le divorce. Monsieur conteste cette demande, il nie avoir fait de l'acharnement et affirme avoir agi simplement en réaction aux actions de madame. En défense, il plaide que les dommages réclamés sont inexistants, exagérés ou disproportionnés. Les actions de madame, c'était évidemment les fausses accusations de voies de fait, d'harcèlement criminel, puis toutes les autres choses qu'elle a dit lors de l'enquête interne, dont d'avoir crevé les pneus des anciens propriétaires de notre maison. Également, il y avait toute la diffamation, et ainsi de suite. Le tribunal doit donc décider 1. Quels dommages-intérêts sont dus par monsieur à la suite de la déclaration d'abus prononcée en 2024. 2. Monsieur est-il l'auteur de violences judiciaires constituant de l'abus et pour laquelle il devrait être sanctionné au-delà des dommages-intérêts résultant de la déclaration d'abus existante? Dans l'affirmative, quels dommages-intérêts sont à retenir? Pour les motifs qui suivent, le tribunal conclut. Monsieur doit à madame la somme de 36 578 en remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés en lien avec la demande. Monsieur est l'auteur de violences judiciaires constituant de l'abus. Il doit indemniser madame en lui payant 51 000 $ en honoraires extrajudiciaires, 25 000 en dommages moraux et 15 000 en dommages punitifs. Fait qu'ils ne tiennent pas compte du tout de l'affidavit de mon avocat qui avouait toutes ses fautes. Contexte, après 20 ans de vie commune parsemée de plusieurs conflits, les parties se séparent en décembre 2013. La décision est celle d'un monsieur qui se dit malheureux des crises émotionnelles de madame et des disputes de couple qui en découlent et qui étaient, ça c'est moi qui dis ça, là, c'était pratiquement tous les jours, j'étais plus capable de la chicane. Puis, c'est ça. Les mois qui suivent s'avèrent difficiles, notamment pour madame qui n'y est pas prête. Elle souhaite que le couple continue jusqu'à la fin des études secondaires de leur fille, alors adolescente. Il en résulte des échanges écrits parfois malheureux de part et d'autre. Surtout durant cette période, monsieur énonce clairement ses intentions de nuire à madame aussi longtemps que possible, par tous les moyens possibles. La juge ne tient pas compte du tout du fait que j'ai dit que
quand j'ai dit que j'étais pour lui nuire, que ce que je veux dire par là, c'est que je l'aiderais plus avec rien. Puis elle ne parle pas non plus du fait que mon ex m'avait déclaré la guerre, ce que mon avocat lui avait fait lire dans nos échanges de messages textes. C'est toujours moi le méchant. Étrangement, ses intentions exprimées par monsieur sont similaires à celles qu'il énonce quelques années auparavant lorsqu'il affirme à une connaissance qu'il rendrait la vie de madame misérable si elle mettait un terme à leur relation. Fait qu'elle, elle a pris pour acquis que mon ex-collègue disait la vérité. Puis elle mentionne même, là, si madame mettait fin à leur relation, j'ai essayé de laisser mon ex à plusieurs reprises. Puis aussi le fait qu'elle dit au paragraphe précédent que elle souhaite que le couple continue jusqu'à la fin des études secondaires de leur fille, alors adolescente. De mémoire, je pensais que j'avais lu que, parce qu'elle l'a dit lors du procès, qu'elle était pour me laisser lorsque nos filles auraient fini l'université. En août 2014, alors que monsieur se rend à la résidence familiale pour y récupérer des biens, une altercation survient entre les parties qui portent plainte l'une contre l'autre pour voie de fait. Madame soutient avoir été violentée par monsieur qui affirme plutôt avoir été attaqué par madame. Clairement, la juge, j'ai expliqué la chose maintes et maintes fois, que j'ai un cadre d'une main, il y a zéro altercation, madame m'attaque et j'essaie de la repousser. On va en rester là pour ça. En raison de ces plaintes croisées et de la preuve jugée insuffisante, les autorités policières n'y donnent pas suite. Mais les filles se rangent du côté de leur mère. Monsieur considère que madame fait de l'aliénation parentale. C'est pas les autorités policières qui ne donnent pas suite, c'est le procureur de la Couronne qui ont laissé tomber les charges après avoir reçu la déclaration de ma fille aînée, qui dit comme moi, comme je vous ai expliqué lors du procès, j'ai essayé de lire la déclaration de ma fille, mais l'avocate de mon ex, évidemment, n'était pas chaude à l'idée, parce que moi, ma fille dit exactement comme moi. Je ne sais pas si j'ai lu sa déclaration quelque part, là, mais peut-être que je la lirai à un moment donné. Monsieur considère que madame fait de l'aliénation parentale. Mon ex a avoué avoir fait de l'aliénation parentale lors de sa déclaration à mon corps de police pour l'enquête interne. Encore là, c'est une stratégie de la part de mon avocat qui est allé vraiment au point de l'abus judiciaire, alors que mon ex et son avocate, ils ont fait le tour depuis le début. Mon avocat, lui, ce qu'il voulait, c'était prouver que nous autres, on allait vraiment juste au point, que c'est eux autres qui faisaient toute la grosse magouille. Puis, ça s'est retourné contre moi. Aussi, à la demande du corps de police de monsieur, qui effectue une enquête interne à son sujet, madame donne sa version de l'événement. Il considère qu'elle le diffame. Évidemment, comme je dis, là, elle revient sur absolument tout, puis c'est moi qui considère qu'elle diffame. T'sais, il aurait fallu encore là tout lire, tout présenter en preuve. Le procès a duré 2 jours et demi. Comment est-ce que je peux revenir 12 ans en arrière? Ça veut dire que notre système de justice, là, il est mal fait. Il n'est pas là pour que les personnes puissent prouver la vérité. C'est... Je ne sais pas comment dire ça. Là. C'est n'importe quoi. En effet, monsieur affirme et maintient que les ecchymoses sur les bras de madame apparues après leur dispute ont été causées par leur fille aînée, intervenue entre eux pour y mettre fin. Pourtant, à l'époque, l'adolescente affirme le contraire. On n'a même pas pu lire sa déclaration. Fait comment qu'elle peut dire ça? Bref, c'est du n'importe quoi. Hey, en tout cas, parce que ma fille, elle dit, en tout cas, il faut que je relise sa déclaration, là, mais elle dit que, en tout cas, il faut que je le relise, là, mais elle dit quelque chose par rapport qu'elle a laissé sa mère sortir, elle m'a poursuivi à l'extérieur. Comme j'ai dit lors du procès, il y a juste ma fille et moi qui m'ont dit que mon ex, elle m'a poursuivi à l'extérieur de la maison. Dans aucune de ces déclarations, mon ex dit qu'elle me poursuit à l'extérieur de la résidence.
À partir de ce moment et depuis, les filles, maintenant des adultes, choisissent de ne plus voir leur père qui se montre harcelant envers elles, même encore récemment. En effet, monsieur maintient que le témoignage de sa fille aînée a été influencé par l'aliénation parentale de la mère et il tente à de multiples occasions d'amener sa fille à retenir ce qu'il estime être l'ultime vérité. J'essayais de raisonner ma fille, parce que quand on crie à sa fille d'appeler la police, c'est évident que c'est moi la victime, puis que c'est sa mère l'agresseur. Puis, monsieur se montre harcelant envers elle. Je ne connais aucun parent qui ne va pas tout faire pour garder ses enfants dans sa vie. On dirait que c'est mal vu parce que je suis un homme, mais si on retournait ça, que c'était une femme qui ferait la même chose, je suis sûr que ça serait vu différemment. En février 2015, madame produit une demande en divorce. Ça, c'est après que notre entente avec l'avocate qui nous a aidé à faire une séparation à l'amiable. Mon avocate a préparé la même chose, c'est juste que mon ex a déposé la sienne avant la mienne, mais la demande était comme des deux côtés, là. En septembre 2015, l'autorité disciplinaire de mon corps de police rend son rapport de décision relativement à différentes allégations, dont celle portant sur l'altercation survenue en août 2014, voulant que monsieur ait serré et ou agrippé son ex-conjointe par le ou les bras et ou le poignet à plusieurs reprises dans le but de la tasser du chemin lorsqu'elle s'est mise devant lui pour l'empêcher de partir avec un cadre. À ce rapport, l'autorité disciplinaire retient la version de la fille aînée qu'elle estime crédible et qui affirme avoir clairement vu que son père a pris sa mère et l'a repoussée, lui occasionnant des ecchymoses. Je l'ai repoussée parce qu'elle m'attaquait. C'est ça qu'on appelle la légitime défense. Ultimement, le corps de police de monsieur conclut que 3 des 5 allégations sont établies et que monsieur a contrevenu à son code de déontologie. Concernant... Excusez-moi, mes lunettes sont embuées, là. Concernant l'allégation relative à l'altercation avec madame, elle lui impose d'assister à des séances de consultation ou de compléter un programme de réadaptation abordant la violence conjugale, de même qu'une pénalité de 16 heures de salaire. Malgré ce rapport, monsieur soutient que son corps de police a tort et que sa fille ne fait que répéter le discours mensonger de madame. Il n'effectue donc jamais les consultations requises et conteste ultimement cette décision devant la cour d'appel de ça. Puis, j'ai pas fait mais j'ai été suivi par une psychologue. Puis ça avait été approuvé comme ça, là. Pour gérer mon problème de, comment il avait dit ça encore? Mon problème de, y avait-tu dit violence conjugale? J'ai utilisé des termes que là, je me rappelle juste plus. En novembre 2015, après l'envoi d'une mise en demeure, monsieur poursuit madame civilement dans une instance distincte de celle de divorce afin de lui réclamer 250 $ en dommages à la suite de ce qu'il considère être de fausses déclarations, incluant son corps de police. Il témoigne que ces fausses accusations lui ont fait vivre l'enfer. Il affirme avoir sérieusement songé à s'enlever la vie avec son arme à feu à cette époque. En tout cas, c'est la preuve que c'est pas de la bullshit, là, mais en tout cas. Pour sa part, en recevant cette poursuite, madame vit un choc et ressent de la peur. Elle comprend que son ex-conjoint entend mettre à exécution ses menaces de lui nuire coûte que coûte. Si mon ex n'avait pas fait de fausses accusations, de diffamation, ainsi de suite contre moi, elle ne se serait jamais faite poursuivre. Mais ça, la juge n'en tient pas compte. Ça, c'est moi qui me venge. C'est moi qui laisse mon ex, puis je me venge de quoi exactement, je ne le sais pas. En février 2016, les parties participent à une conférence de règlement amiable et règlent finalement la demande de divorce et la réclamation de monsieur. Ce dernier témoigne avoir accepté de régler pour mettre fin au conflit et tourner la page. À ce moment, madame espère également tourner la page, mais la suite lui démontrera que son ex-mari voit les choses autrement. La lettre d'excuse qu'elle devait lui transmettre ne le satisfait pas puisqu'elle n'y met pas sa vérité. Comme je vous ai dit, mes avocats m'ont vendu que j'allais recevoir une lettre d'excuse, puis elle n'admet absolument rien là-dedans.
ceux qui ont... Il me semble que je l'ai lu, là, comme je vous dis, cette lettre-là, puis elle admet aucun tort, dans le fond. Immédiatement après le règlement, monsieur multiplie ses courriels à madame et aux filles. En février 2016, les parties ont l'échange courriel suivant. Là, elle cite juste des petits bouts des échanges de courriels. Madame, dois-je faire une plainte de harcèlement? Arrête de me harceler et harceler les filles avec ce sujet. Monsieur, sais-tu quoi? Si tu n'arrêtes pas, je vais contacter un avocat et je fais une requête en annulation de jugement et je vais aller jusqu'au bout de ma poursuite. Alors continue à m'écœurer, connasse. Madame, je te demande simplement d'arrêter de nous harceler avec ce sujet. Comme je dis, elle a pris des extraits. Il aurait fallu lire les courriels au complet. Lors du procès, ça a été lu, mais encore là, elle garde juste les bouts qu'elle veut bien garder. C'est les bouts d'ailleurs des extraits que l'avocate de mon ex avait déposés. Monsieur, lol, c'est toi qui en parles. How fucking stupid can you be? Count your fucking blessing that I signed the CRA. Le CRA, la conférence de règlement amiable. Maintenant, avoue tes fautes aux filles, excuse-toi avant qu'elles n'apprennent tous les mensonges de moi. Relis ce que je t'ai envoyé, c'est-à-dire tous les numéros de texto et les déclarations, et réalise ce que tu as fait. Puis si tu es trop stupide pour t'en rendre compte, demande à... Elle avait une amie là, qui était dans le domaine du droit. Je t'ai fait une faveur en signant la CRA, je l'ai fait pour mes filles, but keep on pushing, connasse. Parce qu'à ce moment-là, elle disait que j'étais en... Comment elle dit ça? Quand tu ne suis pas un jugement, là, je l'ai poursuivi pour ça. Demande de requête. Elle disait que j'étais en outrage au tribunal parce qu'il fallait aller à une banque pour régler le régime d'enregistré d'épargne-études. Puis je m'étais présenté à la date prévue. On avait, je pense, 2 semaines après la CRA pour régler tout ça, ou un mois, je ne me rappelle pas exactement. Puis je m'étais présenté à la date en question. Il y avait une tempête de neige, puis le gars ne s'était pas présenté. Fait que là, après ça, on était hors délai. Puis là, mon ex, elle disait que j'étais en outrage au tribunal. Madame, ok, là, tu exagères. Ne m'écris plus, tu m'harcèles, je veux que tu arrêtes. Monsieur, répondre à quelqu'un, ce n'est pas du harcèlement, ne m'écris plus. Parce qu'évidemment, je lui répondais. Par la suite, lorsque madame et les filles bloquent son courriel, il le change. Lorsqu'elles n'y répondent pas, il envoie des lettres par la poste. À ces lettres, monsieur écrit notamment: de plus, je ne perds nullement le contrôle sur toi. Tu es exactement là où je veux que tu sois. Parce que mon ex, dans sa lettre courriel avant ça, elle disait là, que je perdais de plus en plus le contrôle sur elle. And it feels so nice. Fait que je faisais juste répondre de manière sarcastique à ce qu'elle avait écrit. À ce moment-là, ça fait 2 ans qu'on n'a plus aucun contact l'un avec l'autre, que je ne l'ai pas vu, que je ne suis pas allé chez elle, whatever. C'est impossible que je la contrôle. Je ne l'ai jamais contrôlée. Là. Comme je vous dis, c'était du sarcasme. La prochaine fois, si tu ne réponds pas, je vais aller... Ça, je vous dis, c'est juste des extraits. Là. La prochaine fois, si tu ne réponds pas, je vais aller te porter la lettre en main propre. Parce que mon ex, lors de la CRA, s'est engagé à remettre des choses qui appartenaient à ma mère. Sur présentation de ma part d'une lettre signée de sa main lui demandant de lui rendre ces choses. Je lui avais envoyé par courriel, elle m'avait bloqué. J'ai envoyé par la poste, elle n'a pas répondu. J'ai envoyé par la poste une 2e fois. Puis la 3e fois, j'ai dit que là, si elle répond, ben non, la 2e fois, là, si elle ne répondait pas, j'allais aller le porter lui-même, qu'elle ne pourrait pas mentir qu'elle l'a poursu. Mais évidemment, elle prend juste cette phrase-là. Ça, c'était menacé d'aller chez elle pour mon ex. Probablement, c'est un autre extrait, là. Ça, c'est moi qui ai écrit ça, là. Ben, qui a écrit ça? Probablement la même chose que ce que nos filles vont penser lorsqu'elles seront au courant. Et crois-moi, elles le seront. Je n'abandonnerai jamais. Mais le meilleur, c'est qu'avec la santé de marde que tu as, tu vas sûrement mourir du cancer avant d'avoir 60 ans. Là, mon ex, c'est la personne qui a la plus mauvaise santé que je connais. Elle a eu, je ne sais pas trop combien d'opérations dans sa vie. Puis elle s'était fait enlever quelque chose qui était cancer, une graine de beauté qui était, je ne me rappelle pas comment dire ça. En tout cas, c'était cancéreux. Elle se l'est fait enlever,
Puis là, il avait analysé, c'était cancéreux, fait qu'il en avait enlevé plus, puis il avait dit que si elle n'avait pas fait enlever, ça se serait répandu dans tous ses organes, puis elle serait morte. Puis là, l'avocate de mon ex a essayé de dire que ça, c'était des menaces de mort déguisées. Puis après ça, il dit, puis il appelle et laisse des messages. J'ai appelé chez mon ex parce qu'il y avait des choses à régler. D'un, elle s'était engagée lors de la conférence de règlement amiable à encourager la relation de mes filles et moi et encourager mes filles à venir en thérapie familiale avec moi. Fait que moi, j'appelais pour être en contact avec mes filles. Puis également, il y avait des choses à régler par rapport à la séparation des fonds de pension respectifs, les siens puis les miens, puis le mien. Ces actions suscitent la peur chez madame qui y voit une escalade. Elle la somme d'arrêter, à défaut de quoi elle portera plainte, mais il continue. Au printemps 2016, elle porte donc plainte à la police et des accusations de harcèlement sont portées contre lui. Monsieur explique qu'il est alors démoli, il entretient des idées suicidaires et débute la prise de médicaments, de médication pour traiter ses symptômes dépressifs. Ça a été juste à l'automne 2016, parce que j'ai toujours été contre les médicaments. D'ailleurs, en 2014, après la première série de fausses accusations, j'ai continué à travailler, même si j'étais affecté à des tâches administratives. Puis, j'ai pas pris aucun médicament. Mes collègues étaient là, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va t'en aller chez vous. Puis moi, j'étais là, je suis plus fort que ça, ils m'auront pas les tabarnak. Fait que, mais là, à ce moment-là, ça faisait une semaine, j'avais été éclairé de tout. Puis, le vendredi, quand je suis retourné au bureau, le policier de la ville où est-ce qu'on habitait, mon ex et moi, m'avait appelé pour dire qu'il y avait un mandat d'arrestation visé pour harcèlement criminel. Puis à ce moment-là, je suis tombé. Là, c'est comme ceux qui ont écouté mes vidéos, là, c'est comme si je m'étais sorti la tête de l'eau. Puis là, je venais de prendre mon premier respire, puis là, on me recalait dans l'eau encore plus creux que j'étais auparavant. Malgré une enquête préliminaire qui mène à ce que monsieur soit cité à procès, le directeur des poursuites criminelles et pénales renonce éventuellement à ces procédures après que monsieur eut choisi stratégiquement. Imaginez, là, elle dit, après que monsieur eut choisi stratégiquement un procès devant le jury. Stratégiquement. La stratégie là-dedans, c'est d'avoir la preuve de la poursuite, ce qui est tout à fait légal, mais de la manière qu'elle écrit ça, c'est comme si c'était un petit magouilleur, tu sais. Puis, là, c'est parce que j'ai pris l'enquête préliminaire, puis le procès devant le jury, parce que je me disais que justement, comme ce qui est arrivé là, un juge ou une juge pourrait se faire enfiroiper par mon ex, mais c'est pas vrai que 12 jurés, il n'y en aurait pas 2-3 là-dedans qui ne verraient pas le jeu de mon ex. Puis si le procès est devant le jury, ça aurait duré plus longtemps, puis j'aurais pu prouver toutes les magouilles de mon ex. Malgré tout, selon monsieur, le juge l'ayant cité à procès s'est trompé. Néanmoins, une ordonnance sur l'article 810 du Code criminel est éventuellement émise, imposant à monsieur diverses conditions. Imaginez, ils ont émis un mandat pour un 810, mais je ne l'ai jamais signé. J'ai signé les documents pour être remis en liberté, mais je contestais le 810 parce que le 810, si tu signes ça, c'est comme si tu admettais que ton ex, ou peu importe la personne, parce que c'est pas juste dans des cas de conjugaux, qu'elle avait raison de craindre ton comportement. Fait que moi, c'était pas question que je signe ça. Ce dernier témoigne que le procureur de la Couronne a certainement menti à la Cour pour obtenir cette ordonnance infondée d'après lui. Pourtant, cette ordonnance ne peut être accordée sans que monsieur ne reconnaisse les faits. Exactement. Fait qu'elle n'a rien compris de ce qui s'est passé. Puis le mensonge, comme je vous ai déjà expliqué, parce que le mandat d'arrestation pour le harcèlement criminel disait que j'avais harcelé mon ex du 31 décembre 2013 au mois de avril ou juin 2016. Puis le mandat pour le 810 disait que madame avait raison de craindre à cause d'événements survenus entre le 31 décembre 2013 et le mois de septembre ou octobre 2017. Mais entre mon arrestation 2016 et 2017, c'est rien produit. Parce que si c'était produit quelque chose, j'aurais été arrêté pour bris d'engagement. Fait que ça veut dire que le procureur de la Couronne a menti. C'est simple de même. Parce que si le procureur de la Couronne avait dit que madame avait raison de craindre à cause d'événements survenus entre le 31 décembre 2013 puis le mois de mai, juin, whatever, 2016, le juge n'aurait jamais émis le mandat d'arrestation pour le 810.
Parce que le 810, quand tu le signes, c'est bon pour 1 an. Peut-être que ça a changé depuis, là, je me tiens pas au courant de ça. C'est évident que le procureur de la Couronne a menti. Puis, j'ai tout expliqué ça en cours, puis ça rentrait par une oreille, c'est sorti par l'autre. Comme le fait que je me suis jamais engagé à un 810. Ça aussi, c'est... Je sais pas où il a appris ça. En août 2016, monsieur dépose une demande pour l'émission d'une ordonnance de comparaître pour outrage qui est rejetée. Il agit alors seul, sans l'intervention d'un avocat pour le représenter. Madame comprend qu'il entend continuer d'utiliser les tribunaux pour lui causer du tort. Par l'entremise d'un huissier et d'une procédure, il se rend à elle pour la perturber. Cela fonctionne. Encore là, lors du procès, j'ai expliqué. Il y avait 5 choses que mon ex faisait pas, qu'elle suivait pas du jugement. J'ai fait signifier par l'huissier, parce que je n'avais pas le droit de la contacter directement ou indirectement. J'avais essayé de contacter son avocat. Il répondait à aucun de mes courriels, à mes appels, à rien. J'avais aucun autre choix que de faire cette demande de requête pour outrage au tribunal. Puis ça a été rejeté, puis je l'ai expliqué lors du procès, dans mon témoignage, parce que lorsque ma demande elle a été entendue en cours, mon ex, elle avait accompli 4 des 5 choses qu'elle n'avait pas faites. Puis, il en restait juste une, fait que la juge avait rejeté ma demande de requête pour outrage au tribunal. J'ai tout expliqué ça. Puis là, elle essaie de dire que je faisais ça pour la perturber. Une femme qui a peur de son ex, ou un ex qui aurait peur de son ex-femme, ou whatever, agirait pas comme ça. Comme moi, je suivais le jugement de divorce à la lettre, justement parce que j'avais peur de mon ex. Apeurée et épuisée financièrement, elle décide de suivre un cours pour devenir sa nouvelle job et probablement refaire sa vie. Dès que les 2 filles seront installées à l'université, à la même époque, elle rencontre celui qui deviendra éventuellement son mari. Au début de 2016, madame déménage pour se sauver de moi. Elle profite alors de quelques mois d'accalmie jusqu'à l'année suivante. À l'été 2019, elle reçoit la signification d'une mise en demeure chez son employeur. Monsieur lui réclame 2 875 000 pour des gestes qu'il qualifie de malveillants. Elle s'effondre, il l'a retrouvée. Évidemment, c'est mon avocat qui l'a retrouvée parce que madame s'affichait ouvertement à l'Internet. Fait qu'il n'y a pas eu de misère à la retrouver. Elle se dit qu'il n'arrêtera jamais et utilisera le système de justice pour l'atteindre. Au procès, monsieur témoigne qu'il ignore pourquoi son avocat avait retenu ce montant pour la mise en demeure alors qu'il a toujours été question de lui réclamer 1 million. Ça, c'est vrai. J'ai aucune idée encore aujourd'hui pourquoi mon avocat il a fait une mise en demeure pour 2 875 000. Aucune idée. Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, madame reçoit la signification d'une demande introductive d'instance de monsieur qui la poursuit pour 1 million, de même que son employeur pour 875 000. L'instance est éventuellement scindée, ce qui amène monsieur à produire une demande distincte contre madame, lui réclamant toujours 1 million. Relativement au déroulement de cette scission, monsieur témoigne que son avocat de l'époque lui a menti, que ce n'est qu'en 2022 qu'il apprend ce qui s'est véritablement produit. Comme moi, il m'avait dit que c'est eux autres qui avaient demandé la scission, puis qui avaient gagné. Puis j'ai su par la suite qu'il a fait ça d'accord avec eux autres. Sans m'en parler, sans mon accord. Fait que là, j'ai été pogné pour payer pour 2 procès, 2 poursuites, un contre mon employeur, puis un contre mon ex. Alors que tout se tenait en un procès, ça aurait été plus simple à comprendre pour tout le monde. C'est un avocat crosseur, puis c'est ça. Entre-temps, monsieur continue sa contestation de la décision disciplinaire rendue par son employeur. En décembre 2020, la Cour rend jugement relativement à cette contestation qu'elle rejette. La Cour écrit notamment ce qui suit au sujet de l'altercation de 2014. Par ailleurs, tant l'arbitre que l'autorité disciplinaire ont déterminé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour conclure que la fille de moi et madame était victime d'aliénation parentale aux mains de son ex-conjointe. Au contraire, il conclut que c'est plutôt monsieur qui a tenté d'influencer sa fille. L'arbitre est d'avis que peu importe les prétentions de monsieur sur ses intentions en communiquant avec sa fille concernant l'altercation, il ressort du témoignage ainsi que des messages SMS en preuve que monsieur ne s'est pas comporté comme un parent raisonnable qui tente de raisonner sa fille.
l'arbitre pouvait raisonnablement conclure ainsi à la lumière de la preuve devant lui. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de pas raisonnable à dire à sa fille, oh, voyons, tu sais bien ce qui s'est passé? Je te criais d'appeler la police. Puis là, tu sais, comme je vous l'ai expliqué à maintes reprises, j'ai le cadre de main, elle repousse sa mère, ainsi de suite. Sa mère essaie de donner un coup de pied sur le cadre, ainsi de suite. Je vois pas ce qu'il y a de pas raisonnable là-dedans. Puis, eux autres, ils disent qu'il n'y a pas eu d'aliénation parentale. Il n'y a jamais aucune expertise qui a été faite. Moi, j'ai été témoin des agissements de mon ex. Mon ex a avoué lors de sa déclaration à mon corps de police qu'elle a fait de l'aliénation parentale. Même l'arbitre, quand elle prend la déclaration de mon ex, elle dit, parce que c'était enregistré, là, elle dit c'était exactement ça qui se passe ici. Puis là, eux autres ils disent qu'il n'y a pas eu d'aliénation parentale. Par la suite, monsieur formule diverses plaintes, notamment contre l'arbitre responsable de la décision de son corps de police, contre un ancien avocat de madame, et seulement contre la journaliste qui publiera un article sur les parties. Ces plaintes se révèlent toutes sans fondement. Le responsable de la décision de mon corps de police, c'est un peu compliqué, là, mais à un moment donné, je suis allé en appel de la décision, puis la personne qui dealait avec l'appel a dit qu'il aurait dû y avoir une enquête là-dessus. Puis c'est la seule fois que, quand j'ai fait les demandes, que ce comité-là qui s'est penché là-dessus disait que mon corps de police aurait dû faire ceci. C'est la seule fois que mon corps de police dit que eux autres se trompent. Toutes les autres fois, ils suivaient exactement ce que ce comité-là disait. La seule fois que c'était en ma faveur, là, ils ne suivent pas. C'est du n'importe quoi. Puis la plainte contre la journaliste, c'est parce que j'ai écrit à la journaliste qu'il y a toujours deux côtés à chaque histoire, que j'étais prêt à la rencontrer, à y montrer toute la preuve. Elle n'a jamais voulu rien savoir. Puis moi, ce qu'elle a écrit, j'ai failli me suicider à cause de ça. Il y a un poids, il y a ce qu'un journaliste ou une journaliste écrit, ça peut causer du tort, ça peut causer du dommage. J'ai failli me suicider à cause de ça. Puis, on dirait que certains journalistes n'ont pas conscience du pouvoir qu'ils ont quand ils écrivent des mensonges à propos des gens. Puis là, je me rends compte qu'elle était body-body avec l'avocate de mon ex. Puis là, après ça... Puis contre l'avocat de madame, comme je vous ai déjà expliqué, il répondait ni à mes courriels, ni à mes appels. Il avait essayé de me faire signer un document qui allait à l'encontre du jugement de divorce. Puis, pourquoi ils n'ont pas retenu les plaintes, j'en ai aucune idée. À l'été 2021, l'avocat de monsieur produit une demande pour être relevé du défaut d'avoir produit sa demande d'inscription pour instruction et jugement dans les délais prescrits. Cette demande n'est appuyée d'aucune déclaration sous serment de monsieur qui n'en sait rien. Son avocat fait cavalier seul. Ça, c'est l'avocat que je poursuis. C'est lui que, en 2022, j'ai découvert toutes les magouilles qu'il a faites puis qui ne faisait rien dans aucun de mes dossiers. En septembre 2021, la juge X rejette cette demande pour être relevée du défaut et par le fait même rejette la demande de monsieur contre madame. À son jugement, la juge conclut que monsieur a commis des manquements graves dans le déroulement de l'instance, ouvrant la porte à ce que madame lui réclame des dommages et intérêts en résultant. Cette juge-là n'a pas retenu l'affidavit de mon ancien avocat. Elle a dit dans son jugement que l'affidavit de mon avocat avouant ses fautes avait été fait à un moment opportun pour moi. Mais c'est sûr que mes avocats ne vont pas contacter l'autre avocat pour lui demander de faire un affidavit s'ils n'en ont pas besoin. Ça va de soi, c'est évident. Le même jour, l'avocat de monsieur produit la demande contre madame. Il s'agit essentiellement du même recours civil rejeté par la juge X. Monsieur témoigne qu'il n'était pas informé des manquements de son avocat de l'époque et ce n'est qu'en 2022 qu'il l'apprend. Il intente d'ailleurs éventuellement des procédures civiles contre cet avocat dont le cours serait actuellement suspendu. À cette procédure, il allègue notamment que le montant réclamé de madame aura contribué fortement à l'abus de procédure qui lui est reproché.
Curieusement, bien qu'il affirme ne pas être informé de plusieurs des procédures ou agissements de son avocat de l'époque, monsieur semble informé et d'accord avec la production de la demande qui aura l'effet recherché. Madame est atterrée, elle veut que tout cela cesse, mais la saga continue. Elle envisage de quitter le pays, voire de mourir. Malgré ses pensées, elle continue pour le bien de ses enfants. Je suis au courant de rien. Mon avocat a signé un affidavit avouant ses fautes, avouant qu'il a tout fait dans mon dos. Je connais aucun avocat qui va avouer des fautes qu'il n'a pas commises. En janvier 2022, le juge X condamne monsieur à payer 4 000 $ des honoraires extrajudiciaires encourus par madame en compensation des manquements importants au déroulement de l'instance auquel conclut la juge X. Monsieur affirme que son ancien avocat a payé ce montant en mars 2022 sans qu'il en soit informé. L'avocate de mon ex a même produit le chèque de mon avocat qui a payé ça. À l'été 2022, monsieur produit au dossier de divorce une demande pour annuler la pension alimentaire qu'il verse à madame et pour lui réclamer un remboursement de celle payée en trop. Madame conteste cette demande et sollicite notamment qu'elle soit déclarée abusive. Mon ex, ça faisait 2-3 ans qu'elle ne me fournissait pas ses preuves de revenus telles que le jugement de divorce réclamait. Mon ancien avocat était supposé s'occuper de ça, il n'avait rien fait. Puis, avec mon nouvel avocat, j'ai essayé d'avoir une entente à l'amiable avec mon ex, il n'y avait rien à faire. Mon ex, à ce moment-là, faisait 15 000 $ clairs par mois. Moi, je faisais 6 000 à peu près, clair. Mais là-dessus, je payais pension alimentaire pour mon ex et pour mes filles. Fait qu'il me restait une paye sur 2. Puis, mon ex voulait que je continue à payer pension alimentaire pour elle. Rien à faire. 3 jours de procès. Mon avocat m'avait dit que ça serait simple. Hein. C'était tout sauf simple. À la même période, madame produit également une demande en rejet de la demande pour cause d'abus. Cette demande est entendue en mars 2023. En février 2024, la juge X rejette finalement la demande. C'est pas la même juge, juste non plus. Elle conclut à la chose jugée, de même qu'à la prescription du recours. Surtout, elle conclut que la demande est abusive. Toutefois, puisque le dossier ne lui permet pas d'établir les dommages en résultant, elle ne se prononce pas à cet égard. Monsieur porte sa décision en appel. En avril 2024, en réponse à la demande de monsieur datant de l'été 2022, la juge X annule la pension alimentaire qu'il verse à madame, mais conclut qu'une partie de sa demande est abusive et le condamne à payer 10 000 $ à madame pour cet abus. Encore là, je ne comprends pas pourquoi c'est de l'abus. Je voulais que mon ex me rembourse ce que j'avais payé en trop de pension alimentaire pour mes filles. Parce que si ça fait déjà quelques années qu'elle fait 15 000 $ par mois, c'est pas vrai que j'aurais dû payer ce montant-là de pension alimentaire pour mes filles. Et la juge a dit que c'était de l'abus de ma part. Je comprends pas. En tout cas, je dois être trop stupide. En septembre 2024, madame produit une demande introductive d'instance contre monsieur dans le district de X afin de lui réclamer les dommages qui découlent de ses abus de procédure. Je choisis cependant de ne pas signifier cette demande immédiatement par crainte de représailles. Comme je vous ai déjà dit, me l'a fait signifier à 2 jours de ma fête, qui tombait un dimanche cette année-là. Ça veut dire un vendredi soir à 16h pile. 16h pile, j'ai encore la vidéo de sécurité chez nous, là. Si elle me craint, comme que c'est marqué là, elle ne l'aurait pas fait signifier à 2 jours de ma fête. On s'entend là-dessus. Désolé, là, c'est page 9, là. Au mois de X 2024, dans la fin de l'année. La Cour d'appel rejette l'appel de monsieur relativement au jugement de la juge X en accueillant une demande en rejet de madame. En novembre 2024, madame produit donc, dans le présent dossier de cour, une demande équivalente à celle déposée à l'autre district en septembre 2024, qui devient alors sans objet. Elle réclame les honoraires extrajudiciaires encourus depuis 2019, de même que des dommages punitifs. Le même mois, monsieur lit un article publié dans Le Devoir. Il comprend que cet article raconte l'histoire des parties. Ce qui le replonge dans un état dépressif. Il songe de nouveau mettre fin à ses jours avec son arme à feu, mais s'abstient. Il doit néanmoins poursuivre la prise de sa médication dont il espérait se libérer. Désolé.
Le mois suivant, monsieur, qui œuvre comme ma job, trouve les adresses courriels des filles et leur écrit. Entre autres choses, il évoque de nouveau la situation de 2014. L'aînée, la plus jeune, maintenant son métier, le somme de ne plus lui écrire à son adresse courriel de travail. Elle considère que cela constitue du harcèlement. Malgré cette demande, Claire, monsieur, estime que ses écrits sont irréprochables et lui écrit de nouveau par la suite. Là, je vais faire un petit pause là parce que